Merci pour votre constante fidélité à Chérif La Télévision. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Au sommaire, le sommet extraordinaire du G5 Sahel à Bamako, dans la capitale malienne. Les dirigeants du Sahel et de la France ont donné un coup de pouce déterminant au déploiement de la force conjointe sur le terrain. Les chefs d'État des pays membres du G5 Sahel, plus le président de la République française, Emmanuel Macron, sont convenus de la mise en place d'une force conjointe pour lutter contre le terrorisme dans le Sahel. C'était ce dimanche 2 juillet au Palais de Koulouba, lors du sommet extraordinaire du G5 Sahel. Amadou Kamara, Seydou Niari. Les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad ont examiné lors de ce sommet extraordinaire du G5 Sahel qui a enregistré la participation du président français Emmanuel Macron, le déploiement de la force conjointe du G5 Sahel et les trafics en tout genre dans le Sahel, ainsi que la question de l'immigration clandestine. Pour nous, c'est un sommet qui est le bienvenu, en ce sens que ça montre l'engagement des pays du G5 Sahel avec leur partenaire de premier plan qui est la France. Et pour nous, au niveau de l'aménagement, c'est un renfort en plus. Pour nous, au niveau de l'aménagement, il y a une prise de conscience réelle au niveau de la sous-région et que ça ne peut que nous encourager à encore mieux faire. Je pense que c'est une excellente chose pour la sécurité, non seulement au Mali, mais dans l'ensemble de la sous-région. Nous avons aujourd'hui la chance et l'opportunité d'avoir la France à nos côtés. Et que le président Macron se déplace pour venir jusqu'ici est quand même un signe très encourageant. Donc je pense que nos pays ont compris maintenant qu'il faut lutter contre un ennemi qui n'est pas un ennemi ordinaire, comme l'a dit le président Macron. Ce n'est pas une guerre, il veut nous imposer une guerre, mais ce n'est pas une guerre parce qu'eux ne sont pas des guerriers. C'est des gens qui ne respectent rien, qui ne respectent aucune règle, mais qui sont déterminés à faire disparaître notre civilisation. Donc il y a une guerre implacable à mener contre ces gens-là et la seule façon, c'est de s'organiser, d'être ensemble, c'est l'unité de tout le monde ensemble. Ce sommet extraordinaire de Bamako s'est aussi penché sur le financement de la force conjointe du G5 Sahel. À ce propos, l'Union européenne a promis 50 millions d'euros. Une symbolique, un invité de marque, qui est le président de la République française, Emmanuel Macron, comme pour dire la France est toujours à nos côtés. Aux côtés du Mali, mais au-delà, aux côtés de tous les pays du Sahel. Ce que les Maliens aujourd'hui défendent par rapport à l'insécurité, ce n'est pas seulement que pour le Mali. C'est aussi les intérêts de tous les pays de la sous-région. C'est encore les intérêts de la France. D'où une synergie entre les pays du G5 Sahel et la France. Au cours de ce sommet extraordinaire, les chefs d'État du G5 Sahel et le chef d'État français Emmanuel Macron ont abordé d'importantes questions relatives aux défis et menaces sécuritaires dans l'espace sahélien, en identifiant les pistes d'un partenariat renforcé entre la France et les pays du G5 Sahel dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale. La situation sécuritaire dans le Sahel est caractérisée par une sédimentation de la menace terroriste qui s'appuie sur des ramifications transfrontalières à travers différents groupes dotés d'importants moyens militaires, logistiques et financiers, entretenant entre eux des liens complexes de rivalité et de collusion et faisant preuve d'une grande capacité de résilience en dépit des coups reçus depuis le déclenchement de l'opération Serval et poursuivi à merveille par Barkhane et les actions des FAMA, des Fatim et des armées ouest-africaines. La recrudescence des attaques terroristes qui en résultent, les trafics tous genres, y compris des êtres humains, la drogue, font peser de grandes menaces sur la paix et la stabilité dans le Sahel, avec son lot quotidien de morts, de blessés et de dégâts matériels.
Cette situation menace l'existence de nos États et la cohésion sociale qui a toujours caractérisé les relations entre nos communautés. Derrière cet acronyme du G5, il y a une dynamique, un mouvement profond que la France est fière aujourd'hui d'accompagner. Le G5 Sahel est davantage qu'une initiative de coopération régionale, c'est une communauté soudée, déterminée face à un même défi. Les 5 pays que vous représentez, mais aussi la France, vivent au quotidien le poids de la menace terroriste. Dimanche 18 juin, c'est Bamako qui, à nouveau, a été visé, et ce sont plusieurs de nos ressortissants qui ont été les victimes de cette attaque. Je veux d'ailleurs ici exprimer ma compassion aux victimes, à leurs familles, et rendre hommage aux forces qui sont intervenues. Et je sais le prix que paient les forces de défense et de sécurité de la région pour lutter contre ce fléau. Plus de 150 de leurs membres ont été tués, rien que depuis février, dont plus de 80 au Mali, 30 au Niger, 15 au Burkina Faso. Mais je veux aussi dire que ces attaques renforcent profondément notre détermination à lutter ensemble, de manière résolue, contre le terrorisme. Rappelons que les chefs d'état-major des armées du G5 Sahel se sont réunis samedi à Bamako pour discuter des modalités de déploiement de la force conjointe et les conclusions de leurs travaux ont été soumises aux chefs d'État. Ce sommet extraordinaire des chefs d'État du G5 Sahel, tenu ce dimanche à Bamako, avec comme principal point à l'ordre du jour la lutte contre le terrorisme dans la sous-région sahélienne. À marge de ce sommet extraordinaire du G5 Sahel, les présidents maliens Ibrahim Boubacar Keïta et français Emmanuel Macron ont conjointement animé une conférence de presse. Amadou Kamara, Sédougnari. La première, moi j'ai beaucoup d'humilité et de respect par rapport à la situation que vit le Mali et toute la région, pour aussi ne pas voir que, indépendamment d'un accord qui donnait le cadre politique pour la situation, il y avait un sujet, et il y a toujours un sujet sécuritaire, qui évidemment parfois entrave la bonne mise en œuvre, vient déstabiliser et concerne toute la région. C'est pour ça qu'il y a tout le débat que nous avons eu tout à l'heure, l'implication forte de la France, au-delà d'elle, de l'Europe et de la communauté internationale, pour sécuriser justement le Mali, la région, et lutter contre le terrorisme. C'est un fait, et il a des conséquences politiques également, indéniablement. Et donc nous ne pouvons pas faire comme si cela n'existait pas, même si la souveraineté Mali est pleine et entière. Ma deuxième remarque, c'est justement pour dire qu'il ne m'appartient pas ici de faire quelques commentaires, compléments que ce soit, sur un sujet qui relève de la souveraineté nationale du Mali, parce que je respecte la souveraineté nationale et c'est une donnée pour moi de la construction de la paix partout dans le monde. La troisième remarque, c'est qu'il y a en effet des accords qui ont été signés à Alger, et je pense que les prochaines semaines sont critiques pour leur bon respect. Nous l'avons évoqué avec le président Keïta et je suis heureux de la détermination qu'il vient de manifester. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans les prochaines semaines, le président Keïta vous a clairement dit qu'il allait prendre les mesures de sanctions contre tous ceux qui s'opposent et empêchent la mise en œuvre des accords d'Alger. Ça veut dire que le président Keïta l'a rappelé, il va mettre en place de manière concrète des patrouilles mixtes, avec, et en particulier à Kidal, et la mise en place du fonctionnement des autorités intérimaires au nord, comme c'est prévu par l'accord d'Alger. Ça veut dire que le président Keïta, comme vous l'avez compris, ne se laissera pas arrêter pour mettre en œuvre la réforme constitutionnelle qui est attendue, dont le pilier est en particulier la régionalisation qui est indispensable dans le pays. Et tout cela, ça relève de la souveraineté du Mali et du peuple malien, mais j'ai entendu comme vous un président déterminé à appliquer les accords d'Alger qui prévoient tout ce que je viens de vous dire. Et dans les prochaines semaines, puisque je crois que pour un bon nombre de ce que j'ai évoqué, c'est en juillet que cela se fera. Nous continuerons par ailleurs sur le plan international et régional à continuer à mettre en œuvre ce qui est prévu, un observateur indépendant, une plus grande coordination des forces régionales et internationales, mais sur tous ces sujets,
Je pense que les prochaines semaines seront déterminantes et pour moi, le mois de juillet et le mois d'août sont décisifs dans la bonne mise en œuvre des accords d'Alger et en cela, je compte pleinement sur le président Keïta, sa détermination et il peut compter sur notre soutien. Chers amis, vous comprendrez que mes premiers mots soient encore de remerciements à l'endroit du président de la République française, notre ami Emmanuel Macron, qui nous fait l'amitié de cette présence au sommet extraordinaire du G5 Sahel, dont l'objet ne laisse de doute à personne quant à sa pertinence et son actualité. Des événements récents dans les heures qui viennent de s'écouler auront convaincu plus d'un sceptique que cette réunion était nécessaire s'il avait fallu l'imaginer. Et c'est une présence qui nous a beaucoup réconfortés, mais qui n'a pas été simplement de principe. Elle a été utile. Elle nous a permis d'avancer très concrètement sur le chemin de l'efficacité recherchée, de la solidarité et de la mutualisation des efforts et des moyens que les uns et les autres sont prêts à mettre en œuvre pour que nous puissions arriver à bout de l'hydre. Et au terme de ces travaux-là, je peux vous dire que nous sortons réconfortés, requinqués dans notre mission de conduire les affaires du G5 Sahel au mieux des intérêts des peuples qui composent ces groupements, pas seulement de l'ensemble du Sahel et au-delà du Sahel, de l'ensemble du monde qui partage nos valeurs de civilisation. Car c'est de cela qu'il s'agit. Le président Macron l'a dit, ce sont elles qui sont visées, ces valeurs de civilisation, qui nous font aussi singuliers dans le concert des nations. Et ceux que nous avons en face de nous, qui n'ont pas de visage, n'ont pas non plus d'éthique, ne peuvent non plus se réclamer de nos valeurs. Et ce combat-là, que nous le conduisions ensemble aujourd'hui dans une parfaite solidarité, est un signe des temps et un espoir d'avenir partagé, comme le fut le parcours historique qui a lié la France à nos différents pays. Président Macron, encore une fois, merci. Merci d'être venu et merci d'avoir donné du sens à ce sommet extraordinaire. Et merci pour ce que cela promet pour l'avenir. Le complexe scolaire Rosier Abantara a fêté son 10e anniversaire le samedi 1er juillet à son sein à Sokorodi dans la commune 6 du district de Bamako. La cérémonie a été marquée par l'inauguration du grand théâtre Abdoulaye Diabaté. Sadio Sidibé, Draman Mali. 2007-2017, 10 ans d'existence du complexe scolaire Rosier Abantara. 10 ans que cet établissement scolaire contribue à la formation des futurs cadres de ces pays. Né d'un partenariat maliano-suisse, dite École Nouvelle pour le Mali, les rosériens du Mali et de la Suisse sont sortis massivement pour embellir davantage leurs fêtes. Il y a 13 ans, M. Philippe Gudin, mon directeur à l'époque, nous a fait part de son intention de créer un partenariat, une école sœur avec le Mali. Et nous avons été quelques professeurs à nous intéresser à cette idée. 13 ans après des voyages de 1 ou 2 voyages par an, j'ai appris à mieux connaître le Mali. Et je dois dire qu'aujourd'hui, le Mali, Bamako, le Rosier Abantara font partie de mes pensées quotidiennes. Je vous adresse, chers responsables et professeurs de Rosier Abantara, mes félicitations pour tous les efforts déployés et les résultats obtenus. Nous le savons tous, la réponse aux angoisses liées à l'avenir de nos enfants, de nos économies, de la paix, repose sur la qualité de l'éducation que nous offrons aux enfants qui nous sont confiés. Nous ne pourrons jamais nous contenter de l'à peu près et du médiocre. Chaque jour doit apporter des solutions à nos questions, solutions qui exigent que nous soyons curieux, ouverts et imaginatifs. Un sentiment de fierté pour les rosériens du Mali. Cette année, l'école ajoute un cachet particulier à ses commodités à travers l'inauguration du grand théâtre Abdoulaye Diabaté, une icône de la musique malienne. La fête, elle se passe très bien. Nous nous amusons beaucoup. Depuis le matin, nous sommes là, comme vous pouvez le voir.
Il y a les enfants qui s'amusent partout. Il y a eu des jeux de kermesse, d'intelligence, d'agilité. Il y a eu plein de jeux. Maintenant, il y a une organisation derrière qui se passe très bien d'ailleurs. Il y a eu une discipline vraiment très élevée. Les enfants, ils étudient et tous les moyens sont donnés pour faire cela. Je souhaite une très longue vie à Rosia Bantara et je veux que chaque année, ce soit comme ça, que je ne sois pas là ou que je sois là. J'espère que chaque année, on sera là pour fêter ce genre d'événements. Tout ce que je peux vous rassurer et tout ce que je peux vous dire pour reconforter encore votre confiance, c'est qu'à partir de ce moment, c'est un nouveau départ qui est parti de Rosia Bantara. Vous allez voir, entendre et recevoir tout ce que vous n'avez jamais obtenu dans le cadre de l'éducation au Mali. C'est promis, rendez-vous les 10 autres années. Kermesse, jeux, sketchs, divertissements humoristiques, prestations d'artistes et coupures du gâteau d'anniversaire ont été les temps forts de la journée. Dans le cadre de l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a rencontré la population du Mandé à Badougou-Djoliba le samedi 1er juillet. Le but était d'informer et d'échanger avec les populations, particulièrement les femmes. Abdul Karim Sako, Sédougnari. Les Mandinkas ont répondu à l'appel pour la paix et la réconciliation nationale en témoignant la présence des populations de toute la commune rurale de Mandé à cette rencontre avec le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Étaient également présents à cette cérémonie le groupement des chasseurs, les troupes folkloriques, les associations et groupements des femmes du Mandé et les autorités locales qui ont exprimé toute leur satisfaction pour la tenue d'une telle rencontre avec la population, comme pour dire que le Mandé demeure un lieu historique de référence en termes de paix et de réconciliation, car c'est ici que la charte de Kourkanfouga vit le jour. Réunir tout le Mali dans le Mandé ici, vraiment je ne fais que me réjouir de cette cérémonie. Je salue particulièrement Madame la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille d'avoir choisi le Mandé comme site de retrouvailles pour discuter la paix et la réconciliation. Vraiment je me réjouis de cette occasion. Le rôle des femmes dans le rétablissement de la paix entre les fils du pays étant indispensable, les ministres de l'Environnement, du Tourisme et de l'Artisanat ont accompagné leurs homologues de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Il n'y a rien de plus important que la paix. Il n'y a rien de plus important que le vivre ensemble. Donc, sans oublier tous ceux qui ont effectué les déplacements, je parlerai des femmes de Gao, de Kidal, de Menaka, de Taoudeni. Au nom de la réconciliation, nous les remercions et nous remercions tous les membres de notre souhait, c'est que vraiment les cœurs, les uns se parlent avec les autres. Qui est vraiment un pardon national aujourd'hui dans les cœurs de tout un chacun. Honorable population du Mali, mes chers frères et sœurs, le courage de l'expérience, le président de la République, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta et le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga m'ont chargé de vous le transmettre en vous affirmant que le peuple malien et ses dirigeants sont avec vous pour partager les moments intenses de retrouvailles. Qu'il me plaise de vous annoncer qu'ils nous ont donné, mes collègues ministres et moi ici présentes, de vous dire de vive voix qu'ils comptent sur les populations du Mali pour mettre en place définitivement la paix dans nos familles à travers l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Mon ministère, en collaboration avec les membres du gouvernement, les organisations de la société civile, travaille à ce que le Mali ait besoin de la femme dans la construction du pays. Nous ne devrons jamais nous résigner devant notre douleur, celle de nos enfants, de nos frères, de nos sœurs, otages de la guerre, de la misère et de la peur. Les femmes du Nord étaient également représentées à ce rendez-vous pour la paix et la réconciliation, au cours duquel Mme Traoré Oumou Touré a procédé à la remise de matériel divers aux femmes du Mandé.
Conférence de presse organisée par le groupement des importateurs et distributeurs agréés des intrants agricoles du Mali. Il s'agit d'informer l'opinion nationale et internationale sur les défis et perspectives de la campagne agricole 2017-2018. Kafouné Bachili, Mohamed Sidibé. Initié par le groupement des importateurs et distributeurs agréés d'intrants agricoles du Mali, cette conférence de presse s'est déroulée autour du thème « La campagne agricole 2017-2018, défis et perspectives ». Les échanges ont porté sur la situation de frustration que subit le judaïsme au cours de la campagne agricole dans la distribution des engrais. En fait, cette rencontre, c'est pour évoquer avec les hommes des médias, les hommes de presse, un certain nombre de frustrations que nous subissons aujourd'hui dans l'évolution de la campagne, notamment dans la distribution d'intrants agricoles, les engrais surtout, et les semences. En fait, nous sommes des opérateurs dans le secteur d'intrants agricoles. Nous distribuons l'engrais de proximité aux paysans. Nous sommes dans ce secteur, certains parmi nous depuis plus de 20 ans. Et les plus jeunes parmi nous a 4 ans d'expérience. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il y a une liste de 15 sociétés qui sont habilitées à faire l'engrais subventionné au Mali. On ne sait pas comment est-ce que la liste a été faite, comment est-ce qu'elle a été élaborée, qui l'a fait, on ne sait pas. Mais on nous dit, quand vous n'êtes pas sur cette liste, vous ne pouvez pas faire de la vente d'engrais subventionné au Mali. Si vous faites l'engrais subventionné au Mali, il faudrait négocier avec l'un de ces 15 pour qu'il vous recouvre vos sous. Imaginez ce que cela veut dire. Mon point, c'est à l'endroit des autorités qu'ils essaient de revoir avec discernement la décision. Parce qu'il faut éviter de frustrer les gens. Les autorités doivent de rassurer les populations dans leur activité quotidienne. Si de telles mesures tombent en pleine campagne, vraiment, on ne sait pas quoi que dire. On est très frustré, on ne sait pas où mettre la tête. On a de l'argent qui est pris à crédit, qui est en train de nous courir après. Ça nous pose énormément de problèmes. Si les autorités peuvent revoir leur position par rapport à cette situation, vraiment ça nous ferait plaisir. Nos attentes après, c'est que nous espérons continuer notre activité pour le bonheur des Maliens, pour le bonheur des paysans maliens et pour une bonne campagne agricole. Donc c'est qu'on demande l'État aujourd'hui parce qu'on a des problèmes. L'année passée, il y avait 7 problèmes, mais tellement qu'il y a des gens qui s'est levés pour supplier, pour intervenir, et ça a été suspendu. Nous, on pensait que c'était fini, mais cette année, ça a repris encore au milieu même. Parce que si on dit au milieu, parce que ça a trouvé que les gens ils ont déjà pris le crédit par-ci, par-là. Ils ont déjà pris leur argent pour acheter chez les grossistes, pour envoyer aux brousses, dans les magasins, partout. Donc c'est en ce moment qu'ils viennent nous dire que les 15 personnes qui ont été retenues, c'est eux qui vont travailler avec l'État. Et le reste, nous on ne travaille pas avec l'État. Donc c'est une chose qui est très difficile et qui est très grave parce qu'on ne sait pas quoi faire maintenant avec nos produits. Donc c'est ça, on demande au gouvernement et le ministre d'Agriculture qui nous aide. Nous sommes tous les Maliens. On a notre patente, on a notre agrément. Donc il faut qu'ils nous aident pour que ça s'arrête, pour qu'on puisse travailler. Et on est le 2 aujourd'hui. Dans peu de temps, donc on ne peut plus vendre notre marchandise. Dans peu de temps. Parce que le prix va s'arrêter dans peu de temps. Ça va commencer et ça finit dans peu de temps. Donc il faut qu'ils nous donnent la réponse très vite pour qu'on puisse vendre nos marchandises. Et puis tout le monde soit satisfait. Le groupement des importateurs et distributeurs agréés d'intrants agricoles du Mali est l'un des regroupements qui rassemble tous les acteurs du secteur agricole. Un regroupement légal et légitime qui respecte la loi 04-038 du 5 août 2004 relative aux associations en République du Mali avec un récépissé délivré par le gouvernorat du district de Bamako. Dans le cadre de la fête de Ramadan, le bureau exécutif du parti Rassemblement pour le développement du Mali, RPDM, a organisé une cérémonie de présentation de vœux à son président Cheikh Modibo Diarra. C'était ce dimanche 2 juillet au siège du parti, 6 à l'hippodrome en commune 2 du district de Bamako. Tata Touré, Samba Traoré.
Traditionnelle cérémonie de présentation de vœux du parti Rassemblement pour le développement du Mali à son président Cheikh Modibo Diarra a eu lieu au siège du parti, occasion pour ces derniers de faire un tour d'horizon de l'actualité du parti et du pays. Il a également mis en évidence toute sa satisfaction quant au soutien indéfectible que les militants du parti lui apportent dans l'accomplissement de sa mission. Aujourd'hui, c'était l'occasion pour les membres de mon parti, le bureau politique national, les membres qui sont à Bamako ici, et aussi certains de nos élus locaux qui ont pu faire le déplacement de Mopti à Sikasso, à Ségou, à Koulikoro, pour venir me souhaiter une bonne année, à l'occasion de l'Aïd el-Fitr. Donc nous nous sommes retrouvés à cette occasion, ils m'ont souhaité une bonne santé à moi et à ma famille, et beaucoup de bonheur évidemment. Et du coup, en retour, moi je leur ai souhaité, à eux et à tous les Maliens, une très très bonne santé, beaucoup de bonheur. Surtout, j'ai souhaité à tous mes compatriotes l'entente, que les gens puissent s'entendre. Mais il est vrai qu'on ne peut pas s'entendre sur le mensonge. Donc, qu'on ait le courage de dire aux gens la vérité et que les gens adhèrent à cette vérité et qu'on s'entende. Une fois que nous allons nous entendre, la paix va suivre. La paix est quelque chose qui ne peut pas être habillé, qui ne peut pas être assise sur du mensonge. Il faut que les gens sachent exactement ce sur quoi ils sont en train de faire la paix. Et donc je souhaite à nos pays, à nos compatriotes, de pouvoir dialoguer de façon franche, de pouvoir dialoguer immédiatement pour arriver à une solution paisible, à une solution de paix, pour que notre pays finalement puisse se mettre au travail et avancer dans son développement, se lancer dans son élan de développement de façon irréversible. Donc cela a été mon souhait et mes voeux pour le pays, que la paix revienne dans le pays. Et donc je remercie mes militants, les membres de mon parti qui ont accepté et adhéré à ce parti-là dès son départ et qui se sont transformés en vrais évangélistes, qui sont allés à travers le pays expliquer aux gens les fondements et la vision de cette vision de ce parti-là, non seulement pour le pays, mais pour le parti lui-même, et qui ont fait ce travail et qui continuent à le faire pour le plus grand bonheur de notre parti qui vient de récupérer, je ne sais pas combien de conseillers. En tout cas, aujourd'hui, nous avions le bonheur d'avoir parmi nous 3 maires et peut-être une trentaine de conseillers, parce que nous avons décidé simplement d'envoyer des lettres il n'y a même pas une semaine. Et comme vous savez que c'est la saison des pluies et la saison des cultures, il y a beaucoup d'endroits dans notre pays qui sont enclavés et les gens sont en plein dans les travaux champêtres. Ceux qui ont pu venir sont venus, mais une autre fois, nous allons faire l'effort de rassembler tous nos élus afin de pouvoir, n'est-ce pas, essayer d'entendre, d'écouter les problèmes qui assaillent leur communauté et voir comment nous pouvons remédier ensemble, voir quelles sont les solutions que nous pouvons proposer pour ces problèmes-là. Au nom de l'ensemble des militants, le secrétaire général et la présidente de la cellule des femmes ont souhaité beaucoup d'énergie et de dynamisme au président Cheikh Modibo Diarra, lui rassurant de leur engagement à œuvrer à ses côtés pour le plein succès de sa mission. Cette journée a été organisée pour une journée de salutation, de vœux pour la fête qui s'est passée. Donc ce que je peux dire, c'est adresser un vœu pour le pays, pour que le pays soit apaisé. C'est adresser un pays pour que nous ayons les solutions pour notre insécurité, pour l'agriculture, pour l'éducation, etc., etc. Tout ce que nous avons comme petits besoins pour que nous puissions avoir une solution à tout ça. Et je dirais ensuite de souhaiter une bonne heureuse année au docteur Cheikh Modibo Diarra et que Dieu lui donne une très longue vie, qu'il lui donne la possibilité de pouvoir continuer sur le chemin qu'il a déjà fait. Mon dernier mot, c'est que je suis très fier aujourd'hui. Moi, je ne suis pas désespéré pour le parti et pour le pays. Je suis sûr que nous avons la jeunesse, nous avons des bonnes volontés, nous avons des éminents intellectuels et des éminents bosseurs qui peuvent tous ensemble faire sortir ce pays-là de problèmes. J'exhorte tous les militants de RPDM à se donner la main et à travailler pour davantage afin que nos objectifs soient atteints.
pour 2018. La rencontre a pris fin par des bénédictions pour le retour rapide de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale dans notre pays. Avant de boucler cette édition, le tour d'horizon de l'actualité africaine, en bref et en images, c'est une compilation signée Sadio Sidibé. L'actualité africaine de ce lundi 3 juillet 2017, c'est le grand chantier de l'Union africaine. Depuis un an, les 55 chefs d'État de l'organisation panafricaine veulent s'affranchir de la tutelle financière de bailleurs des fonds chinois et occidentaux pour conquérir une nouvelle crédibilité. L'an dernier, ils ont trouvé une astuce pour s'autofinancer. Mais aujourd'hui, à l'ouverture du 29e sommet de l'UA à Addis Abeba, c'est l'ère de vérité sur la question du financement. Il y a un an, en juillet 2016 à Kigali, ils ont créé une nouvelle taxe de 0,2% sur tous les produits non africains qui sont importés sur le continent africain. Au Burkina Faso, les chefs de file de l'opposition et les partis de la majorité présidentielle sont à couteau tiré sur l'adoption d'un projet de loi. Face aux procédures de passation de marchés publics pour l'exécution des travaux publics, le parti au pouvoir et ses alliés veulent adopter une loi afin d'accélérer l'attribution des marchés dans le cadre d'un partenariat entre les services publics et les entreprises privées. Pour l'opposition politique, ce projet de loi n'a qu'un seul objectif: permettre aux partis au pouvoir de contourner les règles de transparence en attribuant des marchés publics aux proches du parti. Faux, rétorque le président du parti au pouvoir, qui pointe du doigt les retards mis dans l'exécution du programme du président Roch Marc Christian Kaboré. L'Arabie Saoudite et ses alliés ont annoncé ce lundi avant l'aube avoir décidé, à la demande du médiateur koweïtien dans la crise du Golfe, de prolonger de 48 heures l'ultimatum fixé au Qatar pour répondre positivement à leur liste de 13 demandes. Une série de requêtes à mettre en œuvre sous 10 jours, exigeant notamment la fermeture des bureaux d'Al Jazeera, d'une base militaire turque ou encore la prise de distance avec l'Iran, avaient été soumises le 22 juin dernier au Qatar par l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l'Égypte. Mais dimanche 2 juillet dernier, jour de cet ultimatum, les autorités qataries ont rejeté implicitement ces demandes, jugées maximalistes et attentatoires à la souveraineté du pays. Tout le monde est conscient que ces demandes sont destinées à empiéter sur la souveraineté de l'État du Qatar, a souligné samedi à Rome le chef de la diplomatie du pays. Le Qatar, riche de ses ressources gazières, a toujours fait cavalier seul en politique étrangère, bien qu'appartenant au Conseil de coopération du Golfe CCG. Et enfin, pour terminer, le Nigeria est parvenu à désamorcer les tensions lors du 29e sommet de l'Union africaine qui s'est ouvert ce lundi entre le Maroc et la République arabe sahraoui. Ce regain de tension est survenu lorsque le comité des représentants permanents, COREP, l'Assemblée des ambassadeurs de chaque pays auprès de l'UA, a adopté un rapport recommandant l'envoi d'une mission d'évaluation des droits de l'homme dans les territoires occupés de la RASD. Une clause du rapport que le Maroc a demandé à amender ou tout simplement à supprimer, contestant le fait les termes territoire occupé. Le problème, ce n'est pas les commissions d'enquête sur les droits de l'homme. Pour Mohamed Ould Salek, le ministre des Affaires étrangères du Polisario, le problème, c'est que le Maroc occupe une partie du territoire d'un pays membre. Aujourd'hui, 55e membre de l'UA, il doit se comporter comme membre qui a ratifié l'acte constitutif qui interdit d'occuper les territoires des autres. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Chérif La Télévision. Bonsoir à tous.